Bonjour, donc ici je vais faire une vidéo, on est le 12 avril 2019, je vais faire une vidéo concernant la notion de fluide. Fluide parce que je vais entamer des petites études sur la mécanique des fluides. Mais avant de voir la mécanique des fluides, il faut que je parle un petit peu de la notion de fluide. Bon, on retrouve dans la notion de fluide euh, les solides, on va retrouver les gaz, les liquides et les plasmas. Alors, on sait bien que les solides, gaz et liquides, peuvent passer d'un état à l'autre en fonction de certaines conditions. On peut avoir des transformations d'état. Par exemple, si je prends le passage solide-liquide, solide à liquide, ce qu'on appelle la fusion. Par exemple, on va fondre du fer, on va fondre la glace. La glace qui est solide, elle va fondre pour devenir liquide. Bon, la transformation inverse, c'est la solidification. Bon, pour passer de l'état solide à l'état gazeux, c'est ce qu'on appelle la sublimation. On peut avoir le passage gaz-solide par ce qu'on appelle une sublimation inverse ou tout simplement une condensation, par une condensation. Voilà, ou une sublimation inverse. Bon, mais pour passer du gaz à liquide, ben, on va liquéfier. On va faire ce qu'on appelle une liquéfaction. Et la transformation liquide-gaz, ben, c'est ce qu'on appelle une vaporisation. Alors, il y a un quatrième état qui est le plasma. L'état plasma obtenu à partir des gaz, mais on va tout simplement ioniser. En ionisant par un phénomène d'ionisation, par l'ionisation, on va créer du phénomène plasma à partir d'un gaz. Mais en désionisant le plasma, ben on va retomber sur le gaz. Bon, voilà. Donc, ce qui veut dire qu'il existe, on va dire, trois états gazeux, hein, ou bien sûr, on peut passer de liquide à solide, à gaz à liquide, liquide à gaz, en fonction des pressions et de la température. C'est un phénomène d'ionisation hein, pour le plasma. Ionisation dans un sens, mais désionisation dans l'autre sens. Mais les trois là, bon, les changements d'état s'obtiennent par pression et température. Bon, donc je suis en train de parler de... Je vais considérer qu'est-ce que c'est que le fluide. Le fluide en tant que, on va dire, milieu matériel. Alors, je vais un petit peu définir le fluide en tant que milieu matériel avant de voir la mécanique des fluides, la mécanique en rapport avec le milieu matériel qui est le fluide. Bon, si je laisse tomber le plasma, ben, tout d'abord, voyons voir. On sait bien que les solides sont, il y a des forces d'interaction, je veux dire, à l'intérieur du corps, hein, des forces interatomiques pour les solides. Et si je prends deux particules, ben, en fait, ils subissent un mouvement, je veux dire, de vibration. Un mouvement de vibration qui va, en fonction du temps, être un phénomène vibratoire sinusoïdal. Un mouvement vibratoire sinusoïdal, ou encore un mouvement, si vous voulez, harmonique. Un mouvement harmonique. Voilà. Ça, ça aura lieu toujours. La vibration aura toujours lieu. Même si je prends un os de mort, eh bien, on aura toujours les électrons qui tournent autour du noyau d'Ophius. Pour chacun des atomes constituant les os, on aura toujours des électrons qui tournent autour du noyau sous forme de couches, comme je vous ai toujours expliqué, mais qu'aussi il y aura des vibrations de toutes les particules. Il y a des vibrations entre les particules. Donc on aura ce qu'on appelle un mouvement brownien. Donc il y a toujours mouvement, même si la personne est morte, il y a toujours les particules qui sont, tant qu'existe la matière, il y a
des forces de cohésion, des forces d'attraction comme ceci, répulsion-attraction, qui sont des forces qui est ce qu'on appelle un mouvement brownien, un mouvement, voilà, il se rapproche, il se répulse, il se rapproche. Voilà, il faut savoir que les particules tournent entre elles, hein, enfin, sur elles-mêmes. Elles subissent un mouvement de rotation, hein, les particules subissent un mouvement de rotation entre elles, enfin, sur elles-mêmes, mais aussi subissent des forces d'attraction-répulsion. D'attraction-répulsion, pourquoi attraction-répulsion? Ben, tout simplement parce qu'il y a des forces électrostatiques, puisque les noyaux sont positifs, mais les électrons sont négatifs. Donc, on comprend que si c'est trop près, ben, ça va se répulser, parce qu'on aura du plus, plus et moins, moins. Mais si c'est éloigné, on aura de plus, moins et moins, plus qui vont attirer, et on aura un phénomène, je veux dire, qui va être vibratoire autour d'une position d'équilibre. D'ailleurs, je parle des solides, bien sûr, et que pour les solides, on aura finalement une énergie potentielle qui va tourner autour d'une position, voilà, une position minimale. La position minimale est ici. L'énergie potentielle minimale est là. Là, c'est l'énergie potentielle, bien sûr, qui relève de la force des forces électrostatiques, je veux dire des particules, en fonction de la distance, et que là, on a la distance minimale. Et entre cette distance minimale, bon, s'il y a, voilà, elle va avoir une position de vibration autour d'une position d'équilibre, d'énergie minimale, énergie potentielle minimale. Quand il y a, quand elle est, quand elle est, voilà, quand la particule est trop éloignée, ben, il y aura des forces d'attraction qui vont interagir, hein, donc elles vont s'attirer, et quand elle sera trop proche, ben, elles vont avoir des forces de répulsion, et ainsi de suite, toujours dans ce sens-là. Donc, voilà, on aura répulsion, attraction, répulsion, attraction, répulsion, attraction, et on va voir la particule qui va vibrer autour d'une position d'équilibre, comme un ressort. Je veux dire, comme un ressort, je veux dire permanent, je veux dire un phénomène entretenu, euh, voilà, vibratoire entretenu. Voilà, on aura toujours une vibration de cette sorte-là de deux particules. Si je mets voilà, un phénomène de mouvement brownien, comme ceci. Donc ça, les deux ronds là, ce sont les particules qui sont l'une à côté de l'autre. Mais maintenant, si je commence à chauffer avec une température, ben, les vibrations vont être de plus en plus grandes. Voilà, on aura de plus grandes vibrations. Et ça, c'est R étant la distance entre les deux particules. Bon, ça c'est pour les solides, mais qu'est-ce qui confère la solidité enfin, d'un solide? Ben, c'est d'abord ce que je vous ai dit, les forces de cohésion interatomique qui sont nettement plus fortes, mais aussi la structure cristalline de certains métaux. Bon, ils ont une structure, je sais pas moi, en cube à face centrée, en orthorhombique. Vous allez voir les réseaux de Bravais. Tout ce qui est réseau de Bravais, vous avez toute une panoplie, je veux dire, de structures cristallines possibles. Et donc, ça aussi, ça fait en sorte que, comme c'est agencé comme des briques, hein, ben, quand vous mettez du ciment avec des briques, vous faites une maison solide. Mais la structure cristalline de Bravais, c'est un peu la même chose. C'est des structures, bon, si c'est des cubes, c'est tous des cubes qui sont montés, et à force de faire des cubes, c'est comme si on fabriquait une espèce de maison, donc c'est costaud, c'est solide. Voilà, donc en fait, on a déjà une solidité à ce niveau-là. Alors, bon, ça c'est pour les solides. Donc on sait bien que les forces interatomiques, bon, pour les solides, sont costaudes, fortes, c'est des liaisons fortes. Et pour les rhombes, il faut beaucoup d'énergie, plus d'énergie. Surtout, bon, s'il y a une double liaison, il faut encore plus d'énergie. S'il y a une triple liaison, il faut encore plus d'énergie pour casser, voilà, les liaisons, je veux dire, interatomiques, voilà, qui sont, pour les solides, très, très fortes. Alors, je vais déjà aller au vif du sujet pour vous dire que on a les solides, les liquides et les gaz. Je vais dans un premier temps oublier les plasmas. Pourquoi? Parce que justement, les solides et les liquides je veux dire, des états. L'état liquide, c'est un état, si vous voulez, intermédiaire entre l'état solide et l'état gazeux. Voilà. Et
il a quelque chose en commun avec l'état liquide. Comme c'est un état intermédiaire, il a quelque chose en commun avec l'état solide et l'état gazeux. L'état liquide a quelque chose en commun. Qu'est-ce qu'il a en commun avec l'état solide, les liquides? Mais l'état solide et liquide sont des états condensés. Ce sont des états condensés. Mais pour ce qui concerne voilà, l'état liquide et l'état gazeux, là, on peut dire que ce sont des états fluides. Ce sont des fluides. Voilà, c'est deux fluides. C'est-à-dire, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça c'est un milieu matériel, donc parfaitement déformable. Hein. Les fluides, ce sont des matériels, enfin, on va dire, des milieux matériels parfaitement déformables, les liquides et les gaz. Donc, les liquides, c'est un état intermédiaire entre, si vous voulez, l'état solide et l'état gazeux, et ayant quelque chose en commun avec les deux états qui sont l'état solide et l'état gazeux, parce que qu'est-ce qui est commun entre l'état liquide et l'état solide? Ben, c'est qu'ils sont tous les deux à l'état condensé. Qu'est-ce qui est commun entre l'état liquide et l'état gazeux? Le lien qui est entre les deux, c'est que ce sont des fluides. Voilà, donc c'est un état intermédiaire entre l'état solide et l'état gazeux. Alors, je pourrais dire que les liquides, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est un ensemble de particules liées de manière, on va dire, lâche, c'est-à-dire qu'il y a peu d'adhésion, les forces de cohésion sont plus faibles que dans les solides, fatalement, parce que si on dit un solide, c'est que les forces de cohésion sont plus solides, et on parle de liquide quand les forces interatomiques sont, on va dire, plus lâches, il y a moins d'adhésion que dans les solides, sinon, il ne serait pas liquide. Voilà. Bon, et la fluidité, je parle la fluidité d'un liquide, ben, doit provenir probablement du fait que les molécules glissent, elles glissent, hein, ou roulent plus ou moins facilement les unes sur les autres. Elles roulent, et ce qui veut dire que si elles roulent, on a besoin d'un contenant pour le contenir. Donc on a besoin d'un contenant. Bon, un contenant qui peut être fermé ou ouvert, hein, on s'en fout. Bon, alors, fermer, pourquoi? On peut fermer un liquide, hein, s'il dégage des vapeurs nocives, par exemple, ou tout simplement pour éviter des intrusions d'autres substances dans le liquide, ou pour encore maintenir un système isolé hein, par rapport à des pressions température, ou encore pour, je sais pas moi, pour éviter de renverser, ou peu importe. Ouais, il y a plusieurs conditions pour lesquelles on va mettre un bouchon hein, pour fermer un liquide. Voilà. Alors donc ici, comme j'ai dit, euh, les particules qui sont attention que les particules pour un liquide peuvent être soit des molécules, des atomes ou des ions. Hein. Ah ouais, parce qu'en solution aqueuse, on a des ions. Donc des atomes ou des ions. On peut avoir trois types de particules pour comment on appelle ça, les liquides. Un liquide peut être constitué de molécules, atomes ou ions. Et n'oubliez pas que on peut avoir des solutions aqueuses avec échange d'électrons, ce qu'on appelle des réactions redox. On peut avoir des électrons dans le liquide. Pour autant qu'il y ait des coupes redox et qu'il y ait une réaction d'oxydoréduction avec échange d'électrons. Bon, donc, les molécules glissent ou roulent entre elles. Donc, on peut avoir si vous voulez, des forces de cisaillement hein, entre les particules. Les forces de cisaillement, les forces tangentielles, je m'excuse, les forces tangentielles. On peut avoir des forces tangentielles entre les particules. Entre les particules, on peut avoir des forces tangentielles, ce qu'on appelle des forces de frottement. Voilà. On peut avoir des forces de frottement dans le liquide. Maintenant, les forces de frottement, bien sûr, qui sont, on va dire, comment dire, dont l'image sera, la force de frottement dont l'image sera, on va dire, interprétée par une certaine forme de viscosité.
Parce qu'il existe deux types de viscosité, la cinématique et la dynamique. C'est pas le but de voir la viscosité, mais tout simplement pour vous dire que les forces de frottement seront, je veux dire, vues sous forme de la viscosité qui sera mesurée en pascal. 1 pascal fois 1 seconde, on aura des poids-œil. Voilà, poids-œil. Je rappelle qu'il y a deux viscosités, hein, cinématique et dynamique, mais qu'avec celle-ci, la viscosité, cette viscosité-là, ben, ça permet de voir, comment est-ce qu'on appelle ça, si le fluide est visqueux ou pas. Bon, généralement, les fluides visqueux seront des fluides réels. Parce que je vais voir tout de suite que je peux dire que j'omets tout frottement. Hein, je vais faire par hypothèse. Je vais mettre une hypothèse simplificatrice pour l'étude de la mécanique des fluides. À certains moments, je dirais qu'il n'y aura pas je vais omettre la viscosité, donc les forces de frottement. Comme on le fait assez souvent en dynamique, on néglige les forces de frottement. Ben, je peux négliger, je veux dire, les forces de frottement en mécanique des fluides. Pour certaines considérations, pour avoir plus facile pour faire mes équations. Donc, mais en réalité, les fluides visqueux possèdent, je veux dire, les fluides réels possèdent, je veux dire, une certaine viscosité qui est mesurée en poids-œil. 1 pascal fois 1 seconde, ça fait des poids-œil. Et donc, qu'est-ce que j'appelle viscosité dans ce sens-là? Mais c'est la propriété qu'a un liquide, si vous voulez, à résister à l'écoulement. Donc, on parle de viscosité pour les liquides. C'est ça que je veux dire. Donc, ça, bien sûr, d'une matière à l'autre, on n'a pas la même viscosité. Hein, je peux prendre la viscosité de l'eau, de la glycérine, de la terre, du verre, et vous allez sur Internet, vous pouvez voir que chacun a sa propre viscosité. Il y a des huiles visqueuses, des huiles moins visqueuses, et tralali, tralala, voilà, et que la viscosité dépend de la température. Hein. La viscosité diminue si la température augmente. Donc ça veut dire que parfois, s'il y a échauffement dans un moteur, ben, ça permet de diminuer la viscosité. Donc le phénomène de frottement à l'écoulement de certains fluides. Voilà. Par exemple, pour rendre quelque chose de moins visqueux, un liquide moins visqueux, c'est aussi de mettre un petit moteur tournant, rotatif, un petit moteur rotatif, pour créer une agitation thermique. Hein, mettre le liquide en rotation. Hein, voilà, on crée un phénomène rotationnel de manière à créer une agitation thermique et à ce moment-là, diminuer la viscosité puisque la température va augmenter par le fait de l'agitation thermique. Voilà, donc ça, la viscosité, c'est pour les liquides. Alors, pourquoi je parle pour les liquides? Parce que pour les gaz, il n'y a pas d'écoulement. Il n'y a pas d'écoulement. Les gaz n'ont pas la même propriété que les liquides. Bon, je ne sais pas ce que j'ai mis ça, mais je vais le réécrire ici. Alors, là, pour les solides, il y a toute une théorie sur les contraintes, hein, choses qu'on peut retrouver pour les liquides. On peut avoir certaines contraintes. Voilà, on peut avoir par exemple la contrainte de cisaillement pour les solides, contrainte de compression, contrainte de torsion, la contrainte de... Voilà, là on retourne sur la résistance des matériaux. Voilà, c'est la résistance des matériaux qui étudie les différents types de contraintes que peuvent subir les différents solides ou même des corps solides. Voilà, mais on peut retrouver certaines contraintes dans les liquides. Voilà, des contraintes tangentielles ou autres. Voilà. Par exemple, les forces de frottement sont des contraintes tangentielles, c'est-à-dire voilà, tangentielles. Donc on pourra avoir des contraintes tangentielles pour les liquides, par exemple. Voilà, donc on aura certaines contraintes possibles. Mais bon, mais là, les liquides permettent un écoulement, voilà, mais avec frottement ou sans frottement. Mais maintenant, sans frottement, c'est quand je ferai des hypothèses. C'est-à-dire que je dirais que on a un écoulement sans frottement quand il n'y aura aucun contact, un écoulement sans contact. Bon, vous voyez que c'est idéal, hein. Bon, ça n'existe pas, mais bon, vous voyez qu'il n'y a aucun contact entre les particules, il y a un écoulement
et à chaque fois, il n'y a pas de contact entre les particules. Donc, fatalement, s'il n'y a pas de contact, il n'y a pas d'interaction interatomique, et donc il n'y a pas de freinage, il n'y a pas de force il y a pas de force de, comment on appelle ça, de tangentielle, donc il n'y aura pas de force de frottement, et donc fatalement, il n'y aura pas de viscosité. Donc, c'est une hypothèse simple qui pourrait être une hypothèse simplificatrice pour voir un système idéal. Voilà, donc absence de comment on appelle ça, de frottement. Je vous rappelle que les forces de frottement sont de l'ordre du dissipatif, donc de la perte d'énergie mécanique. Hein. Les frottements sont des pertes d'énergie mécanique parce que ils vont à l'encontre, c'est une force résistante, à l'encontre, je veux dire, de ce que doit fournir le système. Enfin, à l'encontre de ce que doit fournir le système. Donc, ce sont des dissipatifs, c'est des pertes. Voilà, les forces de frottement, c'est généralement des pertes. Bon, donc par hypothèse, je peux y mettre que bon, il n'y a pas de frottement et ça permettra de calculer un système idéal au travers, enfin, établir des équations au travers d'un système idéal. Alors, pour les gaz, eh bien, là, on n'a plus d'interaction atomique entre les particules. Hein. Voilà, on n'a plus d'interaction interatomique entre les particules. Donc, tout est relâché, tout est relâché. Tout est relâché. Autant pour les liquides qui sont considérés comme milieux fluides, hein, les liquides sont des milieux fluides, mais les gaz c'est des milieux fluides aussi, je l'ai dit tout à l'heure, mais à la différence des liquides, ben, il n'y a plus d'interaction, je veux dire, entre les particules. Bon, tout est relâché complètement, il n'y a plus aucune adhésion des forces interatomiques entre les particules, et donc si on doit contenir tout ça dans un vase fermé, et dans ce vase fermé, le gaz va prendre la forme du vase fermé. Voilà. Bon, maintenant, pour faire circuler, donc, je dis bien que qu'est-ce qui est fluide? Ben, ce sont les liquides et les gaz. Les fluides et les gaz. Donc, ce qui veut dire que, en général, les fluides devront être stockés dans des réservoirs. Et donc, on aura des conduites de canalisation pour amener d'un point A à un point B le fluide. Voilà, je ramène d'un point A à un point B voilà le fluide, au travers de conduites. Donc, conduite d'amener. Voilà. Mais je peux avoir des conduites d'amener, mais ça peut être aussi amener un fluide, mais ça peut être un refoulement de fluide. Donc voilà, ça peut être une amenée de fluide, ça reste une conduite, hein, des tuyauteries, conduites, tout ce que vous voulez, canalisation, voilà, ça dépend, il y a différents types de canalisation en différentes matières, en différentes plastiques, voilà. Avant, ils me faisaient des canalisations, par exemple, d'égouts qui étaient en grès, voilà, pour amener à l'égout, pour amener les eaux à l'égout. Hein. Ils faisaient des tuyauteries en grès. Voilà. Puis maintenant, ils font en PV, en plastique polyvinyle, de chlorure de polyvinyle, en PVC. Bah, voilà, il y a toutes sortes de plastiques qui sont pour les conduites d'eau. Alors qu'avant, on avait des conduites métalliques qui rouillaient d'ailleurs, voilà, tout le long du trajet de la conduite métallique, ça rouillait. Donc quand on ouvrait le robinet, on avait de la rouille qui ressortait s'il y avait un choc d'eau. Bon, donc on a des canalisations, des petites tuyauteries plastiques, voilà, il y a toutes sortes de matières. On peut avoir des tuyaux en cuivre, par exemple, pour ramener les eaux, voilà, les eaux dans les éviers de salle de bain. Dans la salle de bain, on peut remettre des canalisations en cuivre. Bon, enfin, voilà. Et on peut mettre des canalisations, des gouttières en zinc pour ramener l'eau des pluies du toit vers un point, soit vers une citerne ou vers voilà, un rejet d'égout. Voilà, donc on peut utiliser du plastique, du zinc, du cuivre et tout pour les canalisations. C'est pas ça qui manque en tuyauterie, plastique, caoutchouc. Bon, on peut tout faire en caoutchouc, pourtant qu'il y ait une étanchéité. Ce qu'on demande, c'est l'étanchéité. Voilà. Mais attention que pour les gaz, il faut on ne peut pas mettre n'importe quoi comme tuyau, il faut respecter la tuyauterie et la norme en vigueur pour mettre des tuyauteries adaptées au gaz. Bon, alors, avant de voir un petit peu le contenant qui sont des réservoirs pour les gaz ou les liquides, donc en fait, ce que je voulais dire ici, c'est qu'un fluide, c'est quoi? C'est un milieu matériel parfaitement déformable, qui peut être, pour les fluides, c'est quoi? Ben, ce sont, je viens de dire, la catégorie des liquides
et des gaz. Bon, sachez que solide, liquide et gaz sont considérés comme solide, liquide et gaz. Un corps est considéré soit comme liquide, soit comme solide, ou soit comme gaz, bien sûr à une condition en CSTP par exemple en CSTP, en condition standard de pression, de température et de pression, hein, qui sont à 25 degrés Celsius. Et par exemple, hein, j'ai pris le CSTP, je peux regarder en CNTP. Le CSTP, ce sont des conditions normales de température et de pression d'un gaz. Enfin, voir s'il est... Voilà. Si je prends par exemple 25 degrés Celsius, c'est le CSTP, c'est la température du CSTP. Hein, je dois remettre ça en Kelvin, donc je dois faire plus 273.15 pour avoir en température thermodynamique. Hein, ça fait 298 Kelvin. Voilà. 298 Kelvin et une pression de 100 000 pascal. 100 000 pascal, je rappelle, ça fait 1 bar. Voilà, mais le CNTP, si je suis en CNTP, la température est de 0 degré Celsius, qui est la température de fusion de la glace. Et si je mets en Kelvin, c'est plus 273.15, ce qui fait 273.15 Kelvin. Mais c'est une pression de là 101 325 pascal, qui vaut, si vous voulez, une atmosphère. Voilà, une atmosphère. Bon, si ceci, ça fait une atmosphère, 101 000 pascal, 100 000 pascal, c'est moins d'une atmosphère, ça fait environ 0,9 atmosphère, hein, parce qu'on est proche de 101 000. Donc on a un 0,9 atmosphère ici. Bien là, si je prends les conditions de là-bas, bon, je peux regarder si un corps est soit solide, liquide ou gazeux. Voilà, c'est ça. Voilà, et il y a déjà des tables toutes faites sur Internet, ou si vous allez dans certains tableaux de Mendeleev, sur le recto, sur le verso du tableau de Mendeleev, il est indiqué tout un ensemble de corps qui sont à température ambiante, soit ils sont solide, liquide ou gazeux. Mais il y a encore mieux parce qu'il donne les températures d'ébullition, de solidification, etc. Donc en donnant les températures, voilà, on sait bien si on est en solide, liquide ou gaz. Via les tables, on sait voir, hein, et vous regardez la température pour lequel vous devez faire un calcul ou regardez si vous êtes en CSTP à 25 degrés et vous regardez l'état. L'état, s'il est gazeux, liquide, en fonction de la température de solidification, d'ébullition, etc. Grâce à ce qui est donné dans les tables sur Internet, dans des tables spécifiques de thermodynamique, etc. Pour certaines matières bien spécifiques, on sait voir, je veux dire, si à température ambiante, le corps est solide, liquide ou gazeux. Ça, c'est pas un problème. Voilà. Et donc, on a des changements, passage d'un état à l'autre, hein, c'est ce qu'on appelle les transformations, les changements d'état. Hein. C'est une transformation qui est le changement d'état en fonction de la pression et température. Bien sûr, ici, je ne parle pas de plasma qui n'a rien à voir, c'est une ionisation et une désionisation de gaz. Une ionisation de gaz pour avoir le plasma, mais une désionisation du plasma pour avoir le gaz. Donc, ça n'a rien à voir avec la pression-température ici. Alors, donc, je sais voir si un corps est solide, liquide ou gazeux. Mais ici, je ne traite pas les solides, donc on s'en fout. Donc, moi, je traite les fluides. Donc, on sait voir si un état est fluide et gazeux ou liquide. Je rappelle qu'on parle en termes de fluide, en termes non pas de masse, mais de masse volumique ρ. Voilà. Et on sait bien que ρ, c'est M fois V. Hein, parce qu'on sait bien que ρ, c'est des kilogrammes par mètre cube. Si je fais des ρ fois des mètres cubes, ρ, c'est un volume. Hein. Ρ, c'est un volume, des mètres cubes, c'est un volume. Si je fais ρ fois V, ben, j'aurai des kilos. Donc là, voilà, donc on sait bien que la masse c'est ρ fois V. La masse, c'est ρ fois V. Voilà, la masse volumique fois le volume fait la masse. Voilà. Et on parle pour les liquides et les gaz en termes de masse volumique. Et chaque corps liquide a sa masse volumique propre, comme chaque gaz a sa masse volumique propre. Bien sûr, masse volumique qui peut dépendre, bien sûr, légèrement de la pression et de la température, hein, d'office.
Hein, c'est variable, elle dépend de la pression et de la température. Voilà. Bon, alors, d'autant plus que c'est plus, pour les gaz, c'est d'autant plus flagrant qu'il faut parler absolument de la masse volumique, hein, parce que qu'est-ce qui vous, dans le marché du gaz, ils vendent des gaz à quelle pression, quelle température, parce qu'un gaz est compressible, hein, on peut comprimer le gaz et vendre voilà, une quantité de gaz et faire croire qu'on a vendu une certaine masse de gaz, alors c'est pas vrai. Voilà, on peut tricher, donc il faut émettre des conditions de pression et de température pour définir, je veux dire, une quantité de gaz. Voilà, donc en fait, il faut absolument un ρ pour les gaz. Donc les ρ, un ρ défini, une masse volumique définie. Il faut une masse, je vais dire par là, il faut une masse volumique définie, hein, qu'on sache combien vaut la masse volumique du gaz, ça c'est de 1, et de 2, quelle est la quantité de gaz exacte à pression et température donnée qui a été fournie. Voilà. Donc, de toute façon, là, n'a pas la question. Ce que je veux dire par là, c'est que on parlera de ρ pour les liquides ou les gaz. Voilà. Que ce soit pour les liquides, on parlera, on connaît le liquide en fonction de sa masse volumique, on connaît le gaz en fonction de sa masse volumique. Donc, on parlera pour les fluides de masse volumique. Alors, masse volumique, oui, mais il faut savoir que les liquides, la différence entre liquide et gaz, c'est que les liquides sont compressibles et les gaz sont incompressibles. Je m'excuse, c'est le contraire. Les liquides sont incompressibles. Voilà, les liquides sont incompressibles et les gaz sont compressibles. Mais attention, attention. N'allez pas entrevoir que c'est toujours le cas, parce qu'on peut, dans certaines conditions, rendre le gaz incompressible. Le gaz peut être compressible ou incompressible, suivant certaines conditions, on peut le rendre incompressible. Mais en général, les gaz sont compressibles, hein, alors que les liquides sont incompressibles. Alors, je vais donner un exemple de ça. Si je prends un piston, je mets un liquide dedans, avec une masse volumique ρ, je ne saurais pas comprimer le piston. Le piston, je ne saurais pas le comprimer. Le piston, je ne saurais pas le comprimer. Par contre, si je prends un piston et que je mets un gaz d'une masse volumique donnée ρ, eh bien, je saurais le comprimer. Je peux diminuer la piston à un certain niveau pour avoir un volume. On va passer des états, un état qui est P1, V1, qui sont des variables d'état de thermodynamique. Hein. Il y a aussi la température qui est une variable d'état. Mais si je fais la transformation à température constante, c'est-à-dire une transformation isotherme, mais je vais passer d'un état P1, V1, qui était la position du piston au-dessus, et quand il est en bas, on a une position P2, on a une position 2, où le piston est en bas. Le piston, il va quand même bouger. Donc, l'état 1, si je mets l'état 1, je vais mettre l'état 1, supposons que le piston est là. L'état 2, le piston, il n'est plus ici à ce niveau-là, mais le piston, il est ramené ici, par exemple. Voilà. Et là, j'ai un gaz de masse volumique ρ. Là. Donc, j'aurai un état 1, et on a fait une transformation isotherme, c'est-à-dire à température constante, à un état 2. Bon, là, j'ai quoi? J'ai une pression 1, volume 1, pression 2, volume 2. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ben, on remarque tout de suite que le volume a diminué. Donc, le V1, le volume V1, il est plus grand que V2. Ou en d'autres termes, V2 est plus petit. V2 est plus petit que V1. Hein, pour dire que ça, c'est équivalent. Hein. C'est des écritures équivalentes. Enfin, des écritures qui ne sont pas... voilà, c'est juste un réinversement de l'écriture du sens de l'inégalité. V1, V1 est plus grand que V2, mais V2 est plus petit que V1. Donc V1 est plus grand que le volume V1, est plus grand que le volume V2. Par contre, au niveau de la pression, ici, la pression P1 ici, elle est, on a des atomes, des molécules ici, parce que le gaz,
ce sont des atomes et des molécules isolées, hein. Alors que le liquide, qu'est-ce que c'est? Ça peut être, bon, le liquide, ça peut être quoi? Ça peut être des molécules. Les particules peuvent être des molécules. Ça peut être des atomes ou ça peut être des, comment est-ce qu'on appelle ça? Des ions. Des ions. Alors que là, je peux avoir soit des molécules ou des atomes. Des atomes. Voilà. Et alors là, qu'est-ce qu'il y a? Comme ils sont là, ils roulent, ils glissent entre eux. Les particules, c'est les molécules, soit des molécules d'atomes ou des ions. Et là, le gaz, qu'est-ce qu'il fait? Ben, le gaz, ils sont libres de se mouvoir. Mais si j'écrase bon, le piston, si je descends le piston, ben là, ils ont moins d'espace. Ils ont moins d'espace. Donc, là, il y a une plus forte interaction qui va agir ici, donc sous forme de pression. Donc, on aura une pression plus grande. Donc, ça veut dire que la pression P1 est plus petite que P2, ou une écriture équivalente, c'est de dire que la pression P2, P2 ici, est plus grande que la pression P1. Voilà. Bon, maintenant, quand je dis molécule, atome, ion, molécule, atome, si j'avais pris l'état plasma, ce qu'il est passé, voilà, si j'avais pris l'état plasma, comme c'est du gaz qu'on a ionisé, ben, on n'aura pas des molécules ou des atomes. Hein, comme ici qu'est-ce que c'est les liquides? Atomes, molécules ou ions. Hein. Pour les gaz, ce sont des molécules ou des atomes. Mais ici, pour le plasma, mais comme c'est une ionisation, on aura des ions. Mais ça peut être des ions mono ou polyatomiques, ça on s'en fout. Hein. Les ions monoatomiques ou polyatomiques, bon, ça change rien. Bon, alors, ici, comment sont les interactions au niveau du gaz? Au niveau des interactions, ben, il n'y a pas d'interaction parce que les molécules ou les atomes ici, bon, ils sont libres. Ils sont libres. Les seules interactions qu'on va avoir qui sont des interactions fortes, ce sont lors des chocs. On a des chocs élastiques. On a des chocs élastiques, donc fatalement, là, c'est des interactions fortes. Alors, pour les ions, si je prends les plasmas là-bas, c'est des ions, ben, euh, oui, donc pour les gaz, bon, je ne vais pas parler pour les plasmas, mais pour comment on appelle ça, pour les liquides, bon, les interactions, est-ce qu'elles sont fortes ou faibles? Là, donc, il n'y a pas d'interaction parce qu'elles sont libres, sauf au niveau des chocs. On a une interaction plus forte qu'au niveau des chocs, on comprend qu'on a une forte libération, je veux dire, de quantité de mouvement lors des chocs. Donc, fatalement, là, il y a de l'énergie à ce moment-là. Un échange d'énergie cinétique. Bon, ce que je voulais dire, pour les liquides, est-ce que les interactions là sont fortes ou faibles? Ben, ça dépend, ça dépend. Là, on aura des interactions faibles si le liquide, au niveau du liquide, on a des interactions faibles de Van der Waals, par exemple. Hein. Par exemple, si je prends un cas de figure, c'est l'air liquide. L'air liquide, là, on a des interactions de Van der Waals, donc on a des interactions faibles. Mais je peux avoir des interactions fortes. Hein, par exemple, les liaisons hydrogène, par pont d'hydrogène, ça, ce sont des liaisons fortes. Voilà. Ben, on peut avoir aussi des liaisons métalliques. Hein, bien sûr, les métaux liquides. Hein. Quand je parle métallique, c'est des métaux liquides. Donc, je peux avoir des métaux liquides. Et donc, là, j'ai des liaisons métalliques. Qui sont aussi des liaisons fortes. Hein. Qu'est-ce qui sera liaison forte? Liaison par pont H, liaison métallique. Et je peux avoir des liaisons même très fortes. Par exemple, si je prends le cas comme la silice. La silice, bien sûr, liquide, parce que je suis dans liquide. Là, on peut avoir des liaisons très fortes parce qu'il y a des liaisons covalentes. Liaisons covalentes. Voilà. Bon, maintenant, quand on aura des ions, ben, on aura une liaison ionique. Hein, il y a différents types de liaisons. Hein. Si j'ai des ions, j'aurai des liaisons ioniques. Voilà. Ça, c'est des interactions, si vous voulez,
grande distance. Alors, pour le plasma, j'ai des ions, donc ce sera des liaisons, si vous voulez, ioniques aussi. Voilà. Bon, donc dans le plasma, on aura des liaisons ioniques, c'est-à-dire des interactions grande distance. Bon, donc, ce que je voulais dire, donc, par là, je vais dire par là que les liquides sont incompressibles, mais que les gaz sont compressibles. Voilà. Mais je peux rendre les gaz incompressibles sans aucun problème, sous certaines conditions. Bon, alors, eh bien, on peut jouer avec ça, avec les fluides. On peut jouer avec les fluides pour faire des mécanismes voilà, d'énergie qui vont fournir un travail. Par exemple, j'entends par là que, comme on sait bien que c'est, je viens de dire que les liquides sont incompressibles. Hein, si je ne sais pas appuyer sur le piston parce qu'en fait, je sais, le liquide est incompressible. Mais si je mets une tuyauterie comme ceci pour amener le, voilà, dans un vase communicant, hein, il communique ici avec l'autre vase. Ben, si je mets un piston ici, si j'appuie avec le piston là-bas, logiquement, là, si je mets un fluide ici, hein, généralement on met de l'huile hydraulique. Attention que le mot hydraulique n'a rien à voir avec le barrage hydraulique, le mot hydraulique de barrage, parce qu'un barrage hydraulique c'est un barrage d'eau, alors que là c'est un circuit hydraulique. Circuit hydraulique, c'est-à-dire que c'est de l'huile, c'est de l'huile, c'est de l'huile, c'est un circuit d'huile. Donc ici, mon fluide, c'est de l'huile, donc c'est un liquide. C'est-à-dire que quand je vais pousser ici, qu'est-ce qui va se passer? L'huile est un liquide. Hein, si je parle de graisse, il est plus solide. Hein. Une graisse, c'est solide. Voilà, une graisse, c'est solide, et l'huile, c'est liquide. Là, qu'est-ce qui va se passer si j'appuie, comme le liquide est incompressible, ben, il va pousser ici, il va pousser là, il va pousser là. Et s'il a suffisamment de force, il va soulever le piston. Il va soulever le piston. Voilà. Et on peut calculer les forces hein, par l'entremise des vases communicants et vous dire quelle force je dois mettre ici, F1, pour avoir une grande force F2 ici, en jouant sur les sections. Voilà, et je peux faire monter des tonnes ici de ce côté-là. Donc ça veut dire que quand est-ce qu'on utilise ces circuits hydrauliques? Quand on a besoin d'énormément de force. C'est-à-dire, par exemple, les pelleteuses, les grues, etc. ont besoin de force énorme, incroyable, pour soulever des charges importantes. Voilà, pour soulever des charges importantes. Donc là, on va utiliser les circuits hydrauliques pour soulever, et bien sûr par des commandes à levier, à pédale, tout ce que vous voulez, à bouton poussoir, tout ce que vous voulez. Hein. Bon, mais maintenant, à côté de ça, bon, ça c'est l'usage des liquides en tant que fluide pour circuit comment on appelle ça, de circuit, voilà, pour créer un travail moteur. Bon, à côté de ça, je peux avoir toujours un piston. Là, je mets toujours un vase communicant comme ceci, voilà, avec un piston ici. Et là, je mets de l'air, mais de l'air assez fort, qui est de l'air comprimé, donc assez costaud, qui va permettre de faire monter tout simplement un piston ici. Voilà, je crée tout simplement de la même manière un travail moteur. En appuyant ici, voilà, avec une petite force, je peux aussi faire travailler un piston ici, le remonter ici. Et là, à ce niveau-là, comme c'est de l'air comprimé, c'est un gaz. Ici, c'est un gaz, on a affaire à un circuit pneumatique, puisque c'est de l'air comprimé. Alors, circuit pneumatique, rien à voir avec la pneumatique des roues, des roues de camions, de voitures, de bus, et de tralali tralala, de matériel roulant, ça n'a rien à voir avec voilà, les pneus de mobile. Ça n'a rien à voir avec les pneus d'avion, voilà, pneumatique, généralement, c'est pneus de voiture, pneus de camion, pneus de car, pneus voilà, de ce que vous voulez, de bus, d'avion, voilà. C'est pneumatique, c'est pneus, mais ici, ça n'a rien à voir. C'est un circuit pneumatique, c'est un circuit à air comprimé. Alors, quelle différence entre le circuit hydraulique et le circuit pneumatique? C'est que le circuit pneumatique a beaucoup plus de force que le circuit pneumatique. On va généralement adapter le circuit, enfin, établir un circuit pneumatique. Pourquoi? On va dire, pour attention que je viens de dire air comprimé c'est un fluide et hydraulique, l'huile c'est un fluide. Hein. Il y en a un qui est liquide, l'autre qui est gazeux, tout simplement. Bon, eh bien on va créer, je veux dire, certaines forces.
Hein, par exemple, dans un bus, si je ouvrirai les portes d'un bus, ben, je vais utiliser voilà, euh, de l'énergie pneumatique. Hein, parce que ça reste de l'énergie, hein, et l'énergie pneumatique, l'énergie hydraulique, pneumatique de pression, bien sûr, de pression, mais au travers d'air comprimé, énergie hydraulique de pression, mais sous forme d'huile, dont on va dire, voilà, ce qui va apporter l'énergie, c'est l'huile. Hein, ici, ça va être de l'huile. Là, ça va être de l'air comprimé. On a aussi l'énergie qui est électrique. Énergie électrique, bon, pour ouvrir des lampes, pour faire les utilisations quotidiennes, on a toutes des formes d'énergie possibles pour créer, si vous voulez, un travail moteur. Le but, c'est de créer un travail moteur. Hein. Hein, ou tout simplement allumer une lampe ou quelque chose comme ça avec l'énergie électrique, du moins, parce que pour les autres ici, c'est pour exécuter un travail mécanique. Attention, il existe aussi l'électropneumatique. Hein. Hein, on a un rapport avec une aide électrique de commande, voilà, de composants pneumatiques. Voilà, donc ici, comment dire, les bus, quand l'ouverture de poste se fait de manière pneumatique, on entend pchit, un échappement qui se fait, un bruit d'échappement de l'air comprimé, voilà, par un échappement. Voilà, ben, ici, donc, tout ça, l'énergie pneumatique, hydraulique et énergie pneumatique et hydraulique, ça sert à créer, si vous voulez, un travail moteur, en général, un travail moteur. Voilà, au travers, bien sûr, de quoi? De pistons. Voilà, de pistons. Piston soit en translation ou rotatif. Hein. Voilà, par exemple, si par exemple dans une usine j'ai des bacs, voilà, j'ai des bacs voilà, de bouteilles, je veux changer de direction, voilà, là on a une bande transporteur avec une certaine direction, je veux changer de direction à ce niveau-ci, mais je mets un piston ici. Je vais commander un piston ici, avec un détecteur, quand il va détecter bien sûr le bac, ben, il va pousser sur le bac pour que le bac change de direction. Voilà. Donc ça c'est un cas de figure. Pourquoi on va utiliser la pneumatique? Parce que bon, il n'y a pas besoin de faire un grand effort. Il ne s'agit pas de casser les bouteilles, ni de casser le bac, ni voilà. Donc on va mettre un petit effort à l'aide d'air comprimé, ça suffit. Si je veux bouchonner des bouteilles, j'ai envie de bouchonner des bouteilles, mais qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais mettre de l'air comprimé qui va venir frapper, par exemple, sur un bouchon, hein, avec une certaine pression pour bouchonner des bouteilles. Donc, ça, avec un vérin, ça suffit. Alors, il existe des vérins simple effet, double effet, mais enfin, bref, là, on n'a pas la question de voir de la pneumatique ou de l'hydraulique. Voilà, mais alors, sachez qu'on commande tout ça par des pédales par exemple ou des manettes manuelles de commande manuelle, hein, des manettes par exemple dans une grue on peut avoir plusieurs manettes, voilà, et on commande par des manettes manuelles comme ceci. Hein, par exemple le circuit hydraulique de frein, le freinage dans une voiture c'est un circuit hydraulique, donc on va commander au pied parce qu'en fait on a déjà un volant pour commander les roues, une main pour commander la boîte de vitesse. Et donc, il nous faut, on va laisser à l'usage des pieds le travail comme ça. On a déjà nos mains qui sont prises par le volant et beaucoup de choses. Voilà, mais on laisse au pied la commande de freinage, qui est un circuit hydraulique, voilà, avec une huile spéciale de frein. Voilà. Alors, quand on entendra souvent fluide, on entendra souvent réservoir. Réservoir, voilà. Et généralement, il faudra monter le fluide. Hein. Généralement, pour les liquides, il faudra les monter, donc on aura besoin souvent de pompes. D'une pompe, un réservoir, un fluide et une pompe. Alors, par exemple, dans une voiture, dans une salle de bain, on peut retrouver un évier avec un bouchon. Voilà, ça c'est un réservoir. Mais là, l'évier il est mis à l'égout. Hein. Il est mis à l'égout. Voilà, et ça fonctionne par gravitation. Donc les eaux, quand elles s'écoulent, bah, elles partent du bas vers le haut grâce à la force de gravitation terrestre. Donc il n'y a pas besoin de pompe. Pompe, c'est pour remonter un liquide. On veut remonter un liquide. Donc ici, comme ça descend, c'est par gravitation. Bon, alors, voilà, je peux avoir le bac d'eau d'évier, hein, enfin l'évier.
salle de bain, l'évier de cuisine, l'évier d'une buanderie. Je peux avoir une salle de bain, la cuvette d'une salle de bain. Voilà, ce qui est un espèce de réservoir. Je peux avoir le bac de douche, bien sûr, avec un bouchon pour d'évacuation des eaux vers l'égout, vers les égouts. Tout ça, ça reste des réservoirs. Je peux avoir un ballon de chauffage, une réserve de chauffage, par exemple, voilà, dans les, comment on appelle ça, les chauffe-eau. Les chauffe-eau, on peut avoir voilà, une quantité de 100 litres qui chauffe, on peut avoir 100 litres d'eau chaude. On a déjà 100 litres qui sont déjà chauffés, voilà, propres directement en usage, 100 litres d'eau chaude en usage. Donc au travers d'un chauffe-eau et d'un réservoir de 100 litres. Je peux avoir, bon, une piscine qui est aussi un réservoir, un stock d'eau pour pouvoir aller plonger et nager, voilà, pour avoir les réservoirs, et tout ça c'est des réservoirs liquides, pour avoir un réservoir, voilà. Ça c'est pour les habitations, vous pouvez avoir un bac d'eau pour le jardin, une citerne, tout ça ce sont des réservoirs, citerne en mazout, tralali, tralala. Bon, tout ça c'est pour des fluides. Bon, maintenant, si je prends une voiture, le cas d'une voiture, ben, on peut avoir plusieurs circuits. On a le circuit de lave-glace, avec ses tuyauteries, bien sûr, lave-glace, tuyauterie qui va aller vers l'avant ou vers l'arrière, par une commande manuelle, je veux dire, au commodo. Au commodo, je peux commander, je veux dire, enfin, par un appui, voilà, d'une branche du commodo, d'une manette du commodo, je peux commander soit lave-glace avant ou arrière. La vitre avant, laver la vitre avant, la vitre arrière. Donc le circuit de lave-glace, ben, il possède quoi? Ben, il possède bien sûr un réservoir. Il possède une pompe pour monter la pompe, d'ailleurs on l'entend, pour remonter l'eau vers l'avant ou vers l'arrière. Ça reste un fluide qui est de l'eau ou de l'eau savonnée ou encore un produit spécial pour lave-glace. Il y a lave-glace hiver, été, hiver. Alors, on a le circuit d'huile moteur. L'huile moteur, ben, c'est l'huile spécifique en fonction du véhicule. S'il est neuf ou vieux, ben, voilà, on mettra de l'huile voilà, avec une viscosité, une certaine viscosité, suivant que la voiture est vieille ou nouvelle. Voilà, on va préconiser telle huile plutôt qu'une autre, à force avec les années de conduite, voilà, et de se dire que l'huile possède un réservoir qui est ce qu'on appelle le carter d'huile. Et le carter d'huile, bien sûr, comment monter l'huile qui est en bas du moteur vers le dessus du moteur, ben, via une pompe à huile, tout simplement. Parce qu'on fait monter via une pompe. Donc il a bien une pompe, un réservoir, et c'est bien un fluide qui est de l'huile, donc un fluide qui est de liquide. Alors, je rappelle que bon, quand vous avez un carter, bon, de temps en temps, ça ne fait pas de tort de nettoyer les carters d'huile. Donc, vous le démontez. Quand je dis de temps en temps, c'est tous les 3-4 ans, 4-5 ans, vous le démontez pour éviter un amas de particules solides, je veux dire, résiduelles dû à l'usure du moteur et d'autres choses dans le carter. Donc, vous démontez le carter, voilà, vous démontez, et c'est l'occasion de changer. Je fais un carter tous les 4-5 ans, par exemple. Tous les 5-6 ans, 5-6 ans, c'est bon, vous faites un nettoyage comme ça. La crépine, quand elle aspire, elle fait une aspiration propre. Voilà, elle fait une aspiration. Bien qu'il y ait un filtre à huile, mais malgré tout, c'est mieux que le filtre à huile, c'est encore d'autant plus propre que le carter est propre. C'est encore mieux. Voilà, donc on a le fluide qui est, ouais, la crépine. Voilà, quand je dis crépine, c'est la crépine d'aspiration. Circuit, ça c'est circuit d'huile. Je peux avoir un circuit essence ou diesel. Voilà, et là, c'est toujours des fluides qui est de l'essence ou diesel. Je peux avoir du gaz, je peux avoir un circuit gaz parce que les voitures, des gens qui roulent au gaz, bon, le gaz, c'est pas beaucoup polluant, c'est pas comme le diesel, ça pollue, l'essence, ça pollue aussi. Et le diesel plus que l'essence, mais le gaz est moins polluant et en plus de ça, il détruit moins je veux dire, il use moins la voiture. Il fait moins il attaque moins les parties métalliques d'un véhicule. Ça reste propre. Le gaz, ça reste propre. Bon, alors ici, l'essence, on a un réservoir d'essence. Pour le diesel, on a un réservoir diesel. Et si j'ai un gaz, bon, il est stocké dans un réservoir de gaz. Alors,
pour l'essence ou le diesel, bon, ils ont besoin tous les deux pour arriver au moteur d'une pompe à essence ou d'une pompe à injection, voilà, pour ramener, je veux dire, l'essence ou le diesel, je veux dire, au moteur, pour faire ces 4 temps. Alors je rappelle les 4 temps moteurs. Je rappelle les 4 temps moteurs pour un véhicule. Ben, on a les 4 temps de Baudrillard-Chasse qui sont des 4 temps thermodynamiques. Hein. Bon, ils se font dans un certain cycle donné. Mais ici, je ne veux pas les donner dans leur, je veux dire, dans leur, comment on appelle ça, ordre d'allumage. Hein. Je ne veux pas le mettre dans leur ordre d'allumage, mais je veux tout simplement dire que de quoi est composé ce fameux de Baudrillard-Chasse. Ben, on a généralement 4 pistons, voilà, et donc 4 pistons au travers de 4 cylindres. Alors pendant qu'il y en a un qui fait l'admission elle est là, mais à un moment donné elle va se déplacer. Hein. Chacun des pistons va faire l'admission, hein. Chacun des pistons va faire la compression, chacun des pistons va faire la détente, voilà, etc. Mais c'est pas lui qui joue nécessairement l'admission. À un moment donné, il sera là, en fonction du cycle. Hein. C'est le cycle, ce qu'on appelle ça, de l'allumage, en fonction de l'allumage. Hein. C'est l'allumage qui va décrire, je veux dire, quels sont les pistons qui vont interagir en premier, et puis le second, puis le troisième, puis le quatrième. Et puis après, ça va changer. Il y en a un qui devient admission, l'autre qui devient ainsi, l'autre qui devient là. Voilà. Et donc ici, qu'est-ce qui se passe? On a admission, compression, échappement. L'échappement, c'est la fin. Et alors, la détente. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, on a des soupapes. Hein, on a une ouverture de soupape, soupape d'admission et soupape d'échappement. Voilà, à chaque fois, pour les 4 pistons. Admission, échappement. Ça veut dire qu'à l'admission, on a une admission d'air qui vient de l'extérieur vers le circuit d'air. Le circuit d'air, hein, c'est de l'air qui vient de l'extérieur, on passe par le circuit d'air, l'air est filtré par un filtre à air, etc. On passe par un capteur d'air, voilà, et puis il arrive, je veux dire, au moteur. Donc on a l'admission d'air avec le piston qui va descendre, donc il va l'admission est ouverte, la soupape d'admission est ouverte, voilà. L'admission est ouverte grâce à des culbuteurs qui vont culbuter, je crois, sur les soupapes, hein, les soupapes d'admission d'échappement. C'est un culbuteur qui va faire en sorte de dire quand est-ce que quelle est la soupape si c'est la soupape d'admission ou d'échappement qui va, je veux dire, s'ouvrir ou pas. Grâce à, je veux dire, à l'arbre du vilebrequin qui contient, je veux dire, voilà. Je crois que c'est comme ça, c'est avec des poussoirs sur des culbuteurs, etc., qui font en sorte qu'ils vont venir ouvrir les soupapes ou pas. Voilà, donc ici, la soupape d'émission s'ouvre. La soupape d'émission s'ouvre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a l'arrivée d'air. Bon, ensuite, il y a la compression, le piston descend. Donc, il va comprimer cet air-là. Et à un moment donné, bien précis, on a l'allumage grâce à la bougie qui va allumer, je veux dire, faire une étincelle dans ce gaz, mélange de gaz essence, air plus essence, hein, parce qu'on a de l'essence, par exemple le système moteur essence, l'air plus essence, l'air admis plus l'essence avec l'étincelle va faire l'explosion. Donc ici on va voir, donc on aura l'admission compression, admission compression. Ouais, on aura l'explosion avec l'échappement, la détente et l'échappement. Voilà, donc on a admission d'air, compression d'air, on aura l'explosion. Hein, l'explosion elle est plutôt ici, parce que ça c'est la compression. Je vais mettre une bougie d'allumage ici, ben, j'aurai qui va s'allumer à un certain moment donné, à un moment bien précis, voilà, qui va faire l'explosion, et puis on aura l'échappement, et bien sûr la soupape d'échappement qui va s'ouvrir, qui va laisser les gaz s'échapper par le pot d'échappement, avec bien sûr une régulation, je veux dire, des gaz d'échappement. Voilà, pour éviter une trop grande pollution. Voilà. Donc ici, admission, compression, explosion, échappement.
Voilà. Donc quand on a l'admission, la soupape d'admission est ouverte, à l'échappement, c'est la soupape d'échappement qui s'ouvre. Et l'autre est fermée. Quand il y en a une qui s'ouvre, l'autre est fermée. Là, la soupape d'échappement est fermée, bien sûr. Là, à la compression, les deux soupapes sont fermées. Voilà, et je crois même qu'à l'explosion, je ne me rappelle plus s'ils sont fermés ou pas, mais à l'échappement, c'est la soupape d'échappement qui s'ouvre. Voilà. Bon, ceci étant dit, c'est pour vous dire que là, c'est les 4 cycles moteurs, du moteur explosion, moteur essence. Voilà, c'est un principe thermodynamique. Voilà. Donc on a créé, si vous voulez, un travail moteur. Avec ce travail moteur, ça me permet, voilà, les 4 pistons travaillent en toujours sur ces 4 cycles-là, vont permettre de faire un travail moteur, donc de faire tourner, ce qu'on appelle un volant moteur, et ce volant moteur, bon, euh, de faire tourner, tout est en rotation, et donc de faire tourner des roues. Voilà, au travers d'une boîte de vitesse, bien sûr, de faire tourner tous les engrenages d'une boîte de vitesse et des accouplements qui sont des accouplements qui vont transmettre le mouvement de rotation comme ceci, en mouvement de rotation comme ceci. Là, c'est un mouvement de translation. Hein. Translation qui va créer un mouvement de rotation. Le mouvement de rotation va faire tout tourner. Quand on a un mouvement de rotation dans un sens, hein, grâce au volant moteur et dans la boîte de vitesse, on peut créer des rotations dans les sens des roues. Et les roues vont tourner, vont tourner. Bon, ça c'est voilà. Et le diesel, c'est un peu la même chose, sauf que il n'y a pas de bougie d'allumage parce que ça fonctionne par haute inflammation. Voilà. Donc ça, c'est comment on appelle ça pour les circuits. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça d'ailleurs. Circuit essence. Circuit essence, voilà, c'est ça. Pour amener l'essence grâce à une pompe à essence, je veux dire au moteur. Le moteur à 4 temps, par exemple. Bon, il y a le circuit quoi dans un véhicule? Il y a le circuit de refroidissement. Circuit de refroidissement. Donc voilà, on met dans un réservoir, on stocke, je veux dire, un liquide de refroidissement ou de l'eau, et voilà, qui va aller dans le circuit, donc ça reste du liquide, hein, qui est un fluide, et bon, on va refroidir le moteur grâce à une pompe, une pompe à eau. Hein, on va faire aller, voilà, à l'extérieur du moteur, bien sûr, refroidir le moteur, donc grâce à une pompe à eau. Donc on a toujours une pompe et un réservoir. Alors, qu'est-ce qu'on a comme circuit? Circuit d'hydraulique de freinage dans une voiture, circuit de pompe à eau, le câblage électrique, ça n'a rien à voir, c'est électrique là, c'est l'énergie électrique, il n'y a pas l'énergie mécanique, hydraulique ou je veux dire, en référence à un fluide, hein, voilà, il n'y a pas énergie électrique, il n'y a pas de fluide dedans. Le fluide, ce sont les électrons, on va dire ça comme ça, ben voilà, ça n'a rien à voir. Voilà. Qu'est-ce que je peux voir? Ouais, le circuit de froid d'une voiture. Circuit de froid d'une voiture. Dans le circuit de froid d'une voiture, je peux avoir un fluide frigorigène avec bien sûr un compresseur qui va faire passer du gaz basse pression vers le gaz haute pression. Attention, je ne peux pas avoir de liquide parce que je peux avoir des coups de liquide. Hein. Coup de liquide, pour éviter tout coup de liquide, il faut aucun liquide doit bien être comprimé en basse pression. Et alors non, il faut son cycle hein, avec gaz haute pression, liquide haute pression, liquide basse pression, via bien sûr des tendeurs, évaporateurs et condenseurs. Mais tout ça pour vous dire que là, il est gaz dans la. Il est, je crois, liquide dans la. Est-ce qu'il y a un réservoir? Un réservoir. Quand oui, normalement, il est liquide dans le réservoir. Il est liquide dans le réservoir. Et puis après, quand il fait son travail, ben, c'est le comprimeur. Voilà, il va faire son travail au travers du compresseur, mais il faut qu'il soit gazeux avant de rentrer dans le compresseur. Ouais, il faut qu'il soit gazeux avant le compresseur. Mais je crois qu'il y a un réservoir aussi. Il y a un réservoir aussi. Voilà. Alors, bon, ça c'est pour le froid dans le véhicule, c'est-à-dire l'air conditionné. Qu'est-ce qu'il y a encore? Lave-glace, circuit d'huile. Dans tous les cas de figure, il y a à chaque fois un réservoir. Hein. Il y a une pompe pour faire monter le liquide s'il faut le faire monter. S'il n'y a pas de gravitation, s'il descend par gravitation, c'est qu'il monte. S'il monte, c'est qu'on a besoin d'une pompe. Et fatalement, s'il y a un fluide, il faut un réservoir. Voilà, donc ici, je parle du lave-glace.
refroidissement moteur, circuit d'huile de frein, circuit d'essence, diesel ou de gaz. La gaz, ça je l'ai dit. Et donc, dans tout ça, il y a toutes des tuyauteries d'amener où s'il y a un refoulement, ben, on fait un refoulement. Voilà, donc, je sais pas si j'oublie des circuits là-dedans. On a le circuit électrique, mais ça n'a rien à voir. Voilà, et je dirais même que, bon les pneus, ça n'a rien à voir, hein, parce que un pneu, il est déjà, il y a une pression d'air qu'on met dans le pneu, c'est déjà son réservoir, hein, c'est déjà un réservoir qui est un réservoir torique. Un réservoir torique, mais là, c'est tout simplement pour laisser une pression dans le pneu. On n'en fait pas, je veux dire, on le laisse pour gonfler le pneu, mais ça reste un réservoir de gaz. Ça reste un réservoir de gaz, le pneu. C'est un réservoir torique. Le pneu. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. Et je vous ai expliqué ici tout simplement les fluides, l'usage des fluides. Quand est-ce qu'on utilise les fluides? Voilà. Et alors, il y a toute une mécanique sur les fluides, hein. Bon, je vais résumer en disant qu'une substance ne peut être considérée comme un liquide que si les particules qui la constituent sont susceptibles, on va dire, de changer spontanément de place, on va dire, grâce à leur agitation thermique. On va dire c'est un petit peu comme ça, hein. Bon, ça, pourquoi pas. Bon. Donc ici, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu les fluides et un petit peu l'usage des fluides, hein. Ouais, ce que j'ai fait là, c'était un petit peu les fluides et quelques usages, hein, je vous donnais quelques usages des fluides. Voilà. Mais il faut bien comprendre les fluides parce que si vous savez que les fluides, qu'est-ce que c'est? Ben, ce sont les gaz et les liquides, mais il y a toute une mécanique spécifique au gaz et au liquide. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.